C'est l'ouverture de l'édition de ce mercredi sur Lumière du Monde Télévision. Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce journal. Pas de solution vue dans la crise qui oppose l'État gabonais à ses fonctionnaires. 2 mois après le début de la grève générale, les travailleurs continuent à exiger la revalorisation de leur salaire. Mais le mouvement commence à connaître un semblant de fragilisation. L'on peut le dire, le phénix a triomphé en Israël. Benjamin Netanyahu s'est encore imposé contre toute attente lors des législatives qui ont eu lieu hier. Retour sur une victoire inattendue en cours d'édition. Et en Allemagne, la tension était palpable ce matin lors de l'inauguration du nouveau siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Des milliers de manifestants ont affronté les forces de l'ordre pour dénoncer la politique d'austérité sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Nigeria d'abord et cette annonce de l'armée qui affirmait hier avoir repoussé les djihadistes de Boko Haram de la quasi-totalité du nord-est du pays. Selon l'état-major, l'armée devrait lancer à présent une dernière offensive majeure en vue d'éteindre définitivement la secte du septentrion nigérian. Des informations difficiles à vérifier pour l'heure, même si l'appui colossal des forces du Niger et du Tchad ont permis ces derniers temps aux soldats nigérians d'obtenir des victoires stratégiques face aux islamistes. Cap sur le Sénégal où le président Macky Sall a annoncé hier qu'il envisageait organiser un référendum sur la réduction de son mandat de 7 à 5 ans et ce en 2016. Le numéro 1 sénégalais souhaite en effet voir le scrutin présidentiel se tenir en 2017 plutôt qu'en 2019 comme le prévoit la Constitution. On l'écoute. Je demanderai l'avis du Conseil constitutionnel et je soumettrai un référendum qui va procéder à une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et puis sur quelques autres aspects pour consolider notre démocratie. J'avais estimé que cela devrait pouvoir être fait en 2016, probablement au mois de mai 2016. Nous pourrons nous prononcer sur cette réduction du mandat. Et en ce moment, si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle, au lieu de 2019. Et au Gabon, c'est toujours l'impasse dans les négociations entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires. 2 mois après le début de la grève générale, le mouvement risque fort de se prolonger, malgré une certaine tendance à la désolidarisation de quelques syndicats. Les travailleurs du public gabonais exigent une augmentation de salaire. Les précisions. Les travailleurs ne peuvent pas reprendre le travail sans augmentation de salaire. Le coordinateur de Dynamique Unitaire n'est pas le seul à vouloir aller jusqu'au bout. Ce lundi, des centaines de fonctionnaires se sont retrouvés dans la cour bondée de cette école de Libreville. Professeurs, personnel médical et administratif, ils sont en grève depuis le 9 février et prêts à continuer. Les fonctionnaires gabonais sont maltraités. Ils sont maltraités de par nos salaires misérables. Il faut voir le niveau de vie au Gabon. Le niveau de vie au Gabon est trop élevé. Donc si l'État décide de couper les salaires, nous, ça ne nous dérange pas. Le gouvernement gabonais n'a cédé que sur un point, le versement d'une prime promise depuis des mois. Il s'est aussi engagé à mettre en place d'ici juin ou juillet un nouveau système de paiement, sans plus de précision. Mais les revendications principales des grévistes, l'augmentation du salaire minimum et du point d'indice, sont restées lettres mortes. Pour ce responsable syndical, les débrayages ont malgré tout assez duré. Oui, c'est une reprise timide, mais c'est une reprise. Elle n'est pas totale, elle n'est pas effective, mais c'est une reprise. Donc je suis très fier de nous autres parce que les travailleurs gabonais ont compris l'importance de cet appel aux braves, parce que le mot d'ordre a été suivi. Car l'année scolaire des élèves gabonais est en jeu, avec la crainte de subir une année blanche. Ils ont tout à fait le droit aussi de contester, de ne pas reprendre les cours, mais qu'ils pèsent le pour et le contre, et que les autorités aussi du pays voient que la jeunesse du Gabon est sacrée. Et nous ne voulons pas être sacrifiés cette année, nous voulons notre baccalauréat, s'il vous plaît. Dans ce lycée comme dans d'autres, quelques professeurs font de nouveau classe, mais ils restent très minoritaires.
Les résultats n'ont pas tardé à être connus depuis hier soir. La victoire de Benjamin Netanyahou aux élections législatives en Israël est confirmée. Donné perdant dans les sondages, le Likoud, le parti du chef du gouvernement sortant, a déjoué tous les pronostics en s'imposant avec une large victoire sur son concurrent direct, l'Union sioniste de Yitzhak Herzog. Reste maintenant à son leader de former un gouvernement de coalition. C'est un coup de théâtre comme seul Israël en a le secret. Tout au long de la campagne et jusqu'au bout, la gauche était donnée gagnante dans tous les sondages. À 65 ans, Benjamin Netanyahou, qui achevait son 3e mandat à la tête du pays, apparaissait affaibli dans une campagne transformée en référendum sur sa personne. Les partisans du Likoud sont en liesse. Ils ont essayé de nous enterrer, mais nous avons gagné. Vous devez comprendre que c'est une grande victoire pour le Likoud. Nous avions le sentiment que nous allions finir à un cheveu de la victoire, mais finalement, nous sommes en tête. Mais face au sondage défavorable, Benjamin Netanyahou s'est démené dans les derniers jours pour ramener au bercail les déçus du Likoud et rallier les indécis. Lundi, il a encore fait monter les enchères en enterrant l'idée d'un État palestinien coexistant avec Israël s'il conservait son poste. Les bons résultats du Likoud sont en partie dus aux derniers jours de la campagne électorale, durant lesquels Netanyahou s'est engagé dans un marathon médiatique. Plus d'interviews en 4 jours qu'en 6 ans au pouvoir, sa stratégie semble avoir payé. Contre toutes les attentes, nous avons décroché une formidable victoire pour le Likoud. Cette élection a créé un autre événement historique avec la liste arabe unie qui termine 3e avec 14 sièges. Mais son soutien à Yitzhak Herzog pourrait faire perdre à ce dernier d'autres partenaires éventuels. La liste arabe devient donc la 3e force politique du pays. Une fois que les résultats officiels auront été proclamés, peut-être d'ici la fin de la semaine, le président Reuven Rivlin aura 7 jours pour choisir à qui confier la formation du gouvernement. Les consultations ont commencé dès mardi. C'est sûrement la grande surprise de ce scrutin. La coalition arabe-israélienne a réalisé un score historique lors de ces législatives en décrochant 14 sièges à la Knesset. Jusqu'à présent, on ne comptait que 9 arabes israéliens au sein du Parlement et désormais ils constituent la 3e force politique du pays. De quoi leur donner des idées. Les Arabes israéliens décrochent 14 sièges à la Knesset selon les résultats provisoires. Un score historique pour les descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948. Cette liste composée de 4 partis a été formée au mois de janvier pour les élections anticipées d'hier. À Nazareth, réaction du chef de file de cette alliance hétéroclite. Notre peuple tient toujours ses promesses, lance Ayman Odeh. Nous avons eu le taux de participation le plus important de ces 15 dernières années. C'est un grand succès pour notre peuple. Nous sommes la surprise de ces élections. Nous serons le 3e pouvoir du Parlement. Nous empêcherons la droite de former le futur gouvernement. Le taux de participation a été hier de près de 72% contre moins de 68% en 2013, une hausse que certains attribuent au vote des Arabes israéliens qui se déplaçaient rarement pour ce type de scrutin, jusqu'à présent du moins. En Irak, l'armée a visiblement décidé de marquer une pause dans son offensive sur Tikrit pour se concentrer sur d'autres localités à l'instar de Gourma, environ 30 km de la capitale Bagdad. Mais là encore, les choses semblent déjà se compliquer. Les djihadistes de l'État islamique ont complètement miné les alentours de cette localité de sorte à ralentir la progression des forces gouvernementales. Il faut dire que la ville de Gourma revêt une importance stratégique pour l'éviction du groupe islamiste de la province d'Al-Anbar à quelques encablures au nord de Bagdad. Gourma, nord-est de Falloujah, un territoire sunnite au cœur de la province d'Al-Anbar que l'armée irakienne a entrepris d'arracher à l'organisation de l'État islamique. Entre hier et aujourd'hui, ils ont enlevé plus de 125 bombes artisanales et on continue à en enlever. Les engins explosifs improvisés, l'ennemi mortel des forces irakiennes engagées sur le front de Gourma. Les djihadistes les ont plantés par milliers, ce qui complique dangereusement la tâche des troupes au sol. Ils appellent ça un piège de dupes. C'est de cette façon qu'ils ralentissent le mouvement des troupes. Des bombes de différentes formes, tailles et contenus. Cette bombe artisanale est de fabrication locale. Il suffit d'appuyer dessus pour que ça marche. C'est du local.
Il s'agit de bidons et de plaques métalliques qui fonctionnent par pression et qui prennent pour cible les troupes. À base de nitrate d'ammonium, la bombe a été découverte à temps. Reste désormais à la détruire. En 5 jours d'offensive militaire, les forces pro-gouvernementales appuyées par les raids de la coalition disent avoir reconquis 50% de Gourma et tué près de 2500 djihadistes. Des villages détruits, désertés par leurs résidents qui ont fui le théâtre des combats. Ces quartiers, il y a 2 jours, étaient remplis de Daesh. Avec l'aide de Dieu, c'est libéré et maintenant tous ces endroits sont vides. Il n'y a pas un Daesh ici. Sur cette route située à 5 km du centre-ville de Gourma et 7 de Fallujah, les combats ont été féroces. On atteste ces corps de djihadistes, pour certains des kamikazes. Quand ils attaquent les troupes, ils ne sont pas moins de 10 ou 15. Et quand l'un d'entre eux est tué, les autres lui coupent la tête pour éviter qu'il ne soit identifié, parce qu'il est du quartier et qu'il est connu. La reconquête de Gourma a un prix humain. Mais en l'absence de chiffres officiels, difficile d'estimer le nombre de soldats et miliciens pro-gouvernementaux tués ou blessés par les djihadistes. Et dans le village d'Aoudja, aux abords de Tikrit, la sépulture de l'ex-président Saddam Hussein a été détruite par des militants islamistes. Le village d'Aoudja, c'est le lieu de naissance de l'ancien dirigeant qui a régné sur l'Irak pendant près de 24 ans, de 1979 à 2003. Direction la ville de Mersin au sud-est de la Turquie où s'entassent des centaines de milliers de réfugiés syriens. 4 ans après l'éclatement de la guerre dans leur pays, ce sont entre 200 000 et 350 000 Syriens qui ont préféré s'installer dans ce bourg qui leur a ouvert les bras de l'autre côté de la frontière. Reportage. Voitures immatriculées en Syrie, magasins aux enseignes en arabe, bienvenue dans la banlieue de Mezitli, la petite Syrie de Mersin. C'est dans ces immeubles flambant neufs que vivent les réfugiés de la classe moyenne installés dans ce port du sud de la Turquie. Soutenus par des associations syriennes, ces migrants essaient de transformer leur exil forcé en un nouveau départ. Nous leur parlons des possibilités de vie ici. Nous leur facilitons les démarches administratives. Nous leur proposons des services d'éducation, de santé. Nous leur montrons les points communs entre la Turquie et la Syrie, que les deux pays se ressemblent et des dangers qu'il y a en Europe. Les 250 salariés de l'ONG, financés par des fonds privés syriens, accueillent quotidiennement 500 personnes. Visites chez le médecin, médicaments, soutien pour les démarches administratives ou légales. Ici, tout est gratuit, tout comme la scolarisation de près de 2000 enfants et adolescents. Mais la grande spécificité de cette ONG, c'est de faire office d'état civil, une administration reconnue par le Haut Commissariat aux réfugiés et par les autorités turques. Pour les Syriens qui traversent la frontière, nous les enregistrons, nous leur fournissons un numéro d'identité, des certificats de mariage, de divorce ou des certificats de décès. Une situation que les autorités locales ont refusé de commenter. C'est dans un café au centre de Mersin que se retrouvent les nouveaux arrivants. Tous ont peur des représailles envers leur famille restée à Damas et souhaitent donc rester anonymes. Arrivé il y a 3 mois, ce cadre supérieur s'est résolu à vivre en Turquie en attendant des jours meilleurs. Je ne veux pas risquer ma vie en mer. Je ne veux pas prendre de risques, c'est pour ça que je veux passer du temps ici. J'ai tenté plein de fois d'aller dans des pays comme les États-Unis, la France, l'Italie, mais ils ne m'ont jamais donné de visa, alors que je travaille dans le domaine médical, ils ne m'ont pas donné de visa. Son voyage s'arrête donc ici, comme la plupart des réfugiés qui arrivent aujourd'hui en Turquie. Seule une minorité de Syriens tente le périlleux voyage vers l'Europe. Cachés dans des appartements derrière cette clôture, ils attendent le feu vert d'un passeur qui les conduira sur un cargo de fortune, moyennant $6 000 par personne environ. Une traversée très dangereuse. L'an passé, plus de 3000 migrants sont morts dans la mer Méditerranée. En Ukraine, le Parlement a voté hier une loi portant sur l'octroi d'une plus grande autonomie aux régions séparatistes de l'Est du pays.
Pour le pouvoir ukrainien, ce texte s'inscrit dans le respect de l'accord de Minsk II, alors que son adoption crée déjà des tensions au sein de la classe politique à Kiev. Le président ukrainien a fait adopter par le Parlement une loi accordant une plus grande autonomie aux villes situées dans l'est du pays et contrôlées par les séparatistes pro-russes. Une avancée majeure prévue par les accords de Minsk à un détail près. Ces villes devront organiser des élections locales transparentes selon la loi ukrainienne. Ils éliront des personnes dont les mains sont couvertes de sang ukrainien. Est-ce que quelqu'un doute du fait que ces élections seront frauduleuses et que ceux qui ont tué les Ukrainiens, qui ont mutilé notre État, seront élus? Les pro-russes ont rejeté en bloc cette loi. Pour la majorité ukrainienne, ce texte était indispensable. L'État ukrainien, le président lui-même a signé les accords de Minsk qui couvraient certaines clauses et nous suivons ces clauses. Nous démontrons au monde et à l'agresseur que nous sommes prêts à trouver une solution pacifique au problème, mais les élections n'auront lieu que lorsque les autorités ukrainiennes légitimes seront sur place. Les tensions sont toujours très vives dans les territoires occupés par les pro-russes. Ce mardi, une manifestation en l'hommage d'une fillette décédée renversée par un blindé ukrainien à Konstantinovka a de nouveau souligné l'hostilité parfois existante des populations de l'Est à l'encontre de Kiev. De graves incidents ont éclaté ce matin dans le centre de Francfort en Allemagne lors de l'inauguration du nouveau siège de la Banque centrale européenne. Des milliers de manifestants venus de toute l'Europe ont affronté la police pour dénoncer l'austérité imposée à certains États par les instances financières européennes. Pour les protestataires, la BCE est une sorte de symbole de cette oppression financière, le point dans cet élément. C'est une inauguration mouvementée pour les nouveaux locaux de la Banque centrale européenne. Alors que la cérémonie doit avoir lieu mercredi à Francfort, des dizaines de milliers de manifestants venus de toute l'Europe se rassemblent peu à peu dans les rues de la ville allemande. De premiers incidents ont eu lieu tôt dans la matinée. La mairie a été la cible de jets de pavés, des pneus ont été brûlés et certains contestataires ont jeté des pierres sur des policiers, dont l'un a été blessé. Les militants entendent dénoncer la politique libérale européenne et démontrer leur solidarité avec le peuple grec. Pour eux, la BCE est le symbole de la politique d'austérité imposée aux pays de l'Union. Face au risque de débordement, la police allemande campe devant la BCE depuis plusieurs jours et les manifestants ont reçu l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres du bâtiment. Quelques 9800 policiers ont été mobilisés pour l'occasion. L'inauguration aura lieu en très petit comité. À peine une poignée de personnes ont été invitées. 2 jours après la gigantesque mobilisation contre son régime éclaboussé par le scandale Petrobras, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, tente de faire baisser la tension. Hier mardi, elle a promis d'engager un dialogue social avec humilité, selon ses propres termes. Il faut dire que le Brésil traverse une crise économique importante qui a littéralement effondré la popularité de la dauphine de Lula. Dialoguer avec humilité, voilà ce qu'a promis la présidente du Brésil après la grande manifestation dans les rues du pays. Selon la police, 1,7 million de Brésiliens avaient protesté dimanche contre Dilma Rousseff, réélue de justesse en novembre. Beaucoup réclamaient sa destitution après le scandale de corruption Petrobras et les pots de vin versés à des membres de sa coalition. Nous sommes tous ici en complet accord avec cette demande de la population et sommes fermement déterminés à prendre des mesures pour intensifier la lutte contre la corruption. Au moment même où Dilma Rousseff s'exprimait, le parquet fédéral a officiellement mis en cause pour corruption et blanchiment d'argent le trésorier de son parti dans l'affaire Petrobras. Si le gouvernement et la présidente Rousseff n'écoutent pas ceux qui sont descendus dans la rue, si des mesures concrètes ne sont pas prises pour réinventer le gouvernement, estime cet analyste politique, le mécontentement va grandir.
La présidente de gauche n'est pas seulement fragilisée par le scandale touchant le géant pétrolier étatique, mais aussi par la crise économique. Sa popularité est en chute libre à 23%. Une nouvelle manifestation est annoncée pour le 12 avril. Et on se quitte avec ce mot de l'actualité chrétienne pour dire qu'à moins de 2 mois de la conférence de la télévangéliste américaine Joyce Meyer en France, l'on enregistre déjà 8700 inscrits. La conférencière américaine doit organiser le 8 mai prochain à Paris une conférence qui attend la participation de 12 000 personnes. C'est donc terminé pour ce point de l'information sur Lumière du Monde Télévision. Merci de votre attention. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.